Alexis Collomb, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur de finance au CNAM et vous êtes venu très récemment sur ce plateau pour évoquer le déploiement de la technologie blockchain et notamment ses promesses en matière de transactions, en matière de moyens de paiement. On va s'intéresser à d'autres promesses aujourd'hui, notamment le côté infaillible, l'aspect infaillible qui serait lié à cette technologie blockchain. Alors, première question, qu'est-ce qu'il faut penser de cet aspect infaillible, mythe ou réalité ? Alors je dirais un peu des deux. D'abord réalité, parce que je pense que si on prend la blockchain du Bitcoin, vous avez aujourd'hui un stockage des données qui est quasiment immuable. Comme vous le savez, une fois qu'une transaction est enregistrée dans la blockchain du Bitcoin et que grosso modo vous avez 6 blocs qui ont été rajoutés derrière le bloc de cette transaction, donc cela représente environ 60 minutes, eh bien, vous devez obtenir une donnée que vous pouvez considérer comme immuable. On ne peut plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus revenir en arrière, ou alors vous pouvez, sans rentrer dans les détails techniques, vous pourriez éventuellement revenir en arrière, mais ça vous demanderait un tel travail de calcul que ça rend toute altération en fait, de la blockchain, de cette base de données décentralisée, impossible. Donc il est quasiment impossible de modifier ce qui a été écrit par le passé. Donc ça, c'est une prouesse technologique et ça vient notamment du fait que vous avez une base de données qui est décentralisée. Donc la question de la confiance et de la sécurité, elle est vraiment, je dirais, presque congénitale au blockchain. La confiance, elle n'existait plus pour certains début 2009 à cause de la crise financière, etc. Et donc les partisans ou ceux qui ont mis en place ce système avaient une défiance affichée qui est même inscrite dans les premières lignes du papier de Satoshi Nakamoto vis-à-vis des intermédiaires et des tiers de confiance. Et la sécurité informatique, c'est bien entendu une très vieille question. Et beaucoup pensent que d'avoir un système décentralisé, distribué, est beaucoup plus sûr que d'avoir un système centralisé qui offre, je dirais, une faille assez évidente aux attaquants potentiels. Alors justement, voilà. L'une des autres promesses de cette technologie blockchain, de ces technologies blockchain, c'est cette désintermédiation, cette disparition du tiers de confiance. Alors là encore, que faut-il en penser? Mythe ou réalité? On peut vraiment se passer d'un tiers de confiance? Alors moi, je vais encore une fois vous donner peut-être une réponse un peu de normand. Je dirais c'est c'est un peu les deux. C'est-à-dire que je pense que quand on regarde la désintermédiation qui a lieu aujourd'hui et quand on parle de se débarrasser, si je puis dire, du tiers de confiance, en fait, dans beaucoup de cas, il y a une translation de la confiance, je dirais, vers un protocole. Donc vous substituez à un tiers de confiance un protocole. Ce protocole, il a bien entendu été conçu, il s'incarne dans des lignes de code, etc. Alors, l'une des avancées, à mon avis, l'une des forces, par exemple, des blockchains ouvertes, c'est que tout le monde peut aller regarder leur protocole de fonctionnement. Donc tous les développeurs du monde peuvent par exemple s'intéresser au protocole Bitcoin et émettre des critiques ou proposer des améliorations, etc. Donc ça veut dire que vous avez des milliers, voire des centaines de milliers de paires d'yeux qui regardent la sécurité de ces protocoles ouverts et qui a priori peuvent donc proposer des améliorations. Maintenant, comme vous le savez, aucun protocole, aucun algorithme n'est infaillible et on ne peut pas anticiper tous les scénarios. Et donc, pour certaines blockchains, il y a eu des exemples par le passé, je dirais, de protocoles automatisés qui a failli. Ah oui, alors justement, qui est-ce qui tranche en cas de problème? Est-ce qu'il y a une institution en dernier ressort à l'heure où il n'y a plus de tiers de confiance dans ces technologies blockchain? Voilà, alors je crois que c'est vraiment l'une des questions centrales, à mon avis, pour le développement de tout cet ensemble technologique. Ce sont les questions, moi, ce que j'appelle de recours. Quel mécanisme de résolution
existent et sur quel mécanisme de résolution peut-on s'appuyer en cas de problème. Donc vous avez eu notamment je dirais cet exemple, j'allais dire historique, mais enfin il n'a que 2 ans de DAO sur la plateforme Ethereum. De DAO était cette organisation autonome décentralisée qui en fait se voulait une application de crowdfunding décentralisée qui permettrait aux propriétaires de ces tokens de choisir eux-mêmes les investissements dans lesquels ils souhaitaient placer indirectement leur argent. Donc il y avait là une désintermédiation du gérant. Il y a eu un problème justement après environ 1 mois d'existence. Ce problème s'est finalement très bien résolu. Grosso modo, ils avaient levé environ 150 millions de dollars. Et à un moment, il y a eu 50 millions de dollars, je prends quelques raccourcis, qui ont été siphonnés. Il y a eu toute une discussion de la communauté. Ça n'était pas une personne morale, donc vous ne pouviez pas faire, si vous voulez, avoir recours face à une personne morale. Oui. Mais finalement, ça s'est bien résolu grâce aux efforts de la communauté qui a mis en place une fourche. Il y a eu une nouvelle version d'Ethereum, si je puis dire, qui a vu le jour. Et tout cela s'est bien terminé, mais ça a illustré le fait que le mécanisme de résolution est essentiel et que aucun protocole, à mon avis, n'est infaillible. Aucun protocole n'est infaillible. Merci beaucoup, Alexis Collomb. Je rappelle que vous êtes professeur de finance au CNAM. Merci. Je vous en prie.